Bonsoir à tous, merci d'être venus sur la conférence. Je vais laisser la parole donc à Alexandre Enes qui est le responsable de la prépa D1 et à Nathalie Logier qui est responsable du parcours Business Law and Management. Merci Léa, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Alexandre Hainaut, je suis enseignant en droit privé et je suis donc le responsable pour la faculté de droit de la prépa D1 de la FSD en partenariat avec Marc Institution, et je suis aussi avec Gwendal Catry, qui est un ancien étudiant de la toute première promotion de prépa D1 qui pourra vous faire part tout à l'heure de son expérience. Donc merci à lui d'être présent également, et Bonsoir. ma collègue Nathalie Logier qui va se présenter bien sûr elle-même. Bonsoir à tous. Donc, Nathalie Logier, je suis maître de conférence spécialisée en droit des affaires et je dirige la filière Business Law and Management en partenariat avec l'EDEC. Et je suis également directrice de l'innovation pédagogique au sein de la faculté de droit. Nous allons donc commencer par présenter les formations un petit peu dans l'ordre du cursus finalement. Nous allons commencer avec la prépa D1. Cette prépa D1, comme je vous l'ai dit, c'est un partenariat entre notre faculté et Marc Institution. Donc là, vous pouvez voir la photo, par exemple, de ma collègue Catherine Van Val, qui est la responsable pour le lycée. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une classe préparatoire D1, qu'une classe préparatoire droit économie? C'est une classe prépa qui est un peu différente des autres, puisque parmi les CPGE que l'on peut connaître, on sait qu'il y a voilà, beaucoup de classes préparatoires en économie, en scientifique, en matière littéraire, qui se font uniquement dans un lycée. La particularité de la prépa D1, c'est qu'elle est entre un lycée, marque institution pour nous, et une faculté de droit. Pourquoi? Parce que c'est une classe prépa hybride où à la fois les étudiants finalement se préparent au concours et en même temps passent une première puis une deuxième année de licence de droit, ce qui permet d'ailleurs à la formation d'être tout à fait sécurisée pour les étudiants. C'est donc une formation qui se déroule sur deux campus, ceux de nos deux institutions, et on verra dans quelques minutes comment on essaie de répartir les enseignements pour que ça se passe le mieux possible. C'est une classe préparatoire qui prépare prioritairement, pourquoi D1 au droit économie, parce que c'est l'un des concours d'une grande école qui est l'ENS de Rennes. Mais on va voir que en préparant ce concours de l'ENS de Rennes, on prépare finalement plein d'autres choses également qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes pour un étudiant juriste et aussi quand même un petit peu économiste. Alors, qu'est-ce que nous avons de particulier? Ce qu'on a de particulier, ce sont trois dimensions majeures. La première, c'est une particularité finalement de toute prépa D1, c'est justement ce caractère sécurisé et sécurisant. Pourquoi? Puisque, justement, un étudiant de prépa D1 qui valide sa première année de prépa puis sa seconde année de prépa, valide aussi une première année puis une seconde année de licence de droit, ce qui lui permet par la suite, s'il le souhaite, en licence 3 par exemple, de partir en licence de droit dans toute faculté française à la FLD mais aussi ailleurs. Donc ça, c'est une vraie différence par rapport au CPGE classique, dans lesquels il n'y a pas cette validation, mais il y a simplement une équivalence qui est donnée. Euh, Autre axe qui est un axe absolument majeur pour nous et qui est un axe extrêmement différenciant, puisque je pense qu'on est la seule prépa D1 en France à agir de la sorte, on a souhaité faire en sorte que ce ne soit pas d'un côté le lycée qui fasse de la prépa ou du lycée et de l'autre côté la fac qui fasse de la fac. On a vraiment voulu, lorsqu'on a créé la formation, créer une véritable synergie et que cette synergie ne soit pas simplement un mot qu'on vous dirait là comme ça pour faire joli, mais que ce soit une réalité concrète. Alors, comment ça se met en place? Ça se met en place par le fait que, aussi bien au lycée qu'à la fac, les étudiants sont en mode prépa, si j'ose dire, et aussi en effectif prépa. Ça veut dire qu'à la fac, ils ne sont pas mélangés avec les étudiants de licence 1 puis de licence 2. Quand je dis ça, c'est pas voilà, dépréciatif à l'égard des étudiants de L1 ou de L2. C'est juste que nous ne sommes pas finalement sur les mêmes attendus exactement, dans le sens où un étudiant de L1 ou de L2 n'est pas dans la logique de préparation au concours dans laquelle sont nos étudiants. Et donc, il est logique de ce fait-là qu'on leur assure un enseignement pédagogiquement un petit peu différent. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le troisième point. Eh bien, parce que justement, lorsqu'on prépare des concours, une chose absolument centrale et essentielle, c'est bien sûr l'accompagnement qu'on peut donner aux étudiants. Alors, l'accompagnement, c'est déjà
un élément très clairement qui est dans l'ADN de la FLD. Mais là, il est encore renforcé parce que justement, on est, avec ma collègue Catherine Vandeval, au contact quotidien avec les étudiants qui savent pouvoir voilà, nous parler, poser des questions, envoyer des mails. On est toujours là pour les accompagner et pour les aider. Et l'accompagnement, en fin de compte, de l'aide concrète que ça peut apporter au quotidien pour les étudiants, c'est un accompagnement véritablement pédagogique dans le sens où être étudiant en droit, et a fortiori en classe préparatoire, c'est pas apprendre le code civil par cœur, donc c'est de la rigueur, c'est de la méthodologie qui est absolument essentielle sur des épreuves qui sont nouvelles et différentes du lycée. Donc, c'est grâce à l'accompagnement en petit effectif qu'on peut vraiment insister sur ces éléments méthodologiques pour apprendre à faire des exercices et ainsi avoir les meilleures performances possibles lors des examens et des concours. On travaille aussi assez fréquemment en classe inversée, et ce n'est pas non plus qu'un simple truc pédagogique. C'est permettre à l'étudiant d'être vraiment acteur de sa formation. Voilà, on leur donne du cours, le cours en amont. Et ensuite, pendant la séance, eh bien, on travaille sur des petits quiz initiaux, des petits exercices pour voir le niveau de compréhension au départ. On revient sur les points essentiels du cours. Et ensuite, on travaille justement à s'entraîner parce que faire du droit et faire une prépa a fortiori, voilà, c'est un entraînement, c'est une course de fond pour avoir le plus de réflexes possible, pour être le plus performant possible le jour d'un concours et être le plus confortable possible dans les épreuves qui peuvent être données. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est absolument essentielle et que le petit effectif nous permet de réaliser le mieux possible. Alors concrètement, comment on travaille au sein d'une prépa D1? Alors je ne sais pas si vous connaissez spécifiquement notre situation géographique, mais il y a quand même 40 minutes, trois quarts d'heure de transport en commun entre la faculté de droit et Marc Institution, donc afin que les étudiants ne se déplacent pas inutilement d'un site à l'autre sur la même journée, ce qui peut être assez chronophage. Eh bien, on répartit les enseignements par journée complète. Donc, ils sont par exemple en première année, donc, vous voyez la maquette ici, ils sont le lundi toute la journée à la fac, ainsi que le jeudi, et ils sont mardi, mercredi et vendredi, eh bien, à Marc Institution. Euh, En l'occurrence, comme dans toute première année de droit, et je l'ai dit, en prépa D1, on est également, c'est une double inscription, ils sont inscrits à Marc, mais ils sont aussi inscrits en tant qu'étudiants de la FLD et des facultés de l'Université catholique de Lille. Ce qui dit licence 1 de droit dit droit civil et droit constitutionnel, qui sont les deux matières fondamentales, qui font toute licence de droit, qui sont obligatoires, qui sont un petit peu la base des deux grandes disciplines juridiques. Et on retrouve en deuxième année ces mêmes matières, enfin avec une petite différence, c'est que le droit constitutionnel devient en deuxième année du droit administratif. Une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que même si c'est une prépa qui s'intitule droit économie, on y fait concrètement en termes de volume horaire, en termes de validation, beaucoup plus de droit que d'économie. En termes de volume horaire, vous voyez qu'il y a quand même, voilà, les matières juridiques sont quand même très largement dominantes. Même si l'économie est bien sûr un point absolument majeur qu'il ne faut pas minorer. Et on fait aussi en prépa D1 par rapport à une licence 1 ou une licence 2 de droit, on fait même paradoxalement plus de droit encore, puisque dès la première année, parce que c'est une matière de l'ENS et c'est aussi une manière aussi de les orienter vers un cursus comme BLM par exemple ou d'autres, et on fait du droit des affaires. Ça veut dire qu'on fait du droit commercial dès la première année, qu'on renforce en deuxième année avec du droit commercial général, qu'on continue et du droit des sociétés. Chose très importante aussi, c'est que côté marque institution, vous voyez qu'on reprend un petit peu de droit et puis des matières voilà, classiques, économiques, culture générale. Les langues sont extrêmement importantes. Les deux langues sont obligatoires et le niveau d'anglais est assez élevé pour permettre justement aux étudiants de prétendre non seulement au concours de l'ENS, mais aussi, par exemple, à beaucoup d'écoles de commerce, évidemment, dans lesquelles le niveau d'anglais est un prérequis indispensable. C'est le cas pour BLM, comme on vous le dira d'ailleurs tout à l'heure. Toute dernière chose sur cette maquette, c'est qu'en tout début d'année, afin quand même de combler le fossé qui est quand même de plus en plus grand d'ailleurs, entre le lycée et la fac, la prépa, l'enseignement supérieur en général, les 15 premiers jours sont une transition, une unité de transition où on apprend voilà, petit à petit aux étudiants les bases de vocabulaire juridique, d'organisation de la justice et des premiers éléments méthodologiques, de manière à ce qu'assez rapidement, eh bien, on puisse parler la même langue, les étudiants et nous, les enseignants, afin de pouvoir être le plus rapidement efficace par la suite et voilà, mettre les étudiants au niveau juridique. Et côté marque institution, il y a également des cours qui sont donnés
en langue et notamment en économie parce que en fait, l'économie n'est pas forcément un prérequis. On a tous les ans des étudiants qui rentrent en prépa D1 et qui n'ont jamais fait d'économie voilà, au lycée, ce n'était pas du tout leur spécialité. Donc voilà, il y a une petite mise à niveau pour eux au départ aussi au sein de cette unité de transition dans les 15 premiers jours de septembre. Alors, je retourne en arrière une nouvelle fois. Quels sont les débouchés justement que l'on peut obtenir à la fin de ces 2 années de classe préparatoire? Comme je l'ai dit, le concours auquel on prépare voilà, avant tout, c'est le concours droit économie de l'École normale supérieure de Rennes, qui est un concours extrêmement sélectif, puisqu'il n'y a que 15 admis à ce concours-là. Alors on peut se dire bon, pourquoi voilà, une prépa pour un concours qui a un taux de réussite si faible, 15 reçus pour 300 à 350 étudiants qui le passent chaque année. Eh bien, parce qu'en fin de compte, en préparant ce concours-là, en faisant voilà, du droit civil, de l'économie, des langues, du droit des affaires, eh bien, on se prépare aussi, en fin de compte, tout à fait à beaucoup d'autres formations. C'est un peu la logique qui peut le plus, peut le moins. Donc, on prépare, évidemment, c'est un débouché majeur pour la prépa, même en termes de chiffres, d'étudiants qui l'ont fait dans les années précédentes pour le parcours BLM qui vous sera présenté. Un autre débouché qui est essentiel pour les prépadéens, ce sont les magistères de droit, qui sont des formations qui sont un petit peu méconnues, mais qui sont des filières sélectives, voire très sélectives universitaires, qui reprennent un petit peu le modèle de la prépa, finalement. Plus pourquoi? Parce qu'on y rentre après donc 2 ans de prépa, et ensuite on va de la L3 jusqu'au Master 2. Souvent, ces magistères sont affiliés à un Master 2 spécialisé. Et on compte, et les étudiants sont encore en petit effectif, en petit groupe. Donc, c'est finalement des étudiants qui vont faire toutes leurs études de droit en petit effectif et dans des filières aussi où très souvent on continue voilà, à se spécialiser en droit des affaires, en droit des affaires internationales ou avec de l'anglais ou avec de l'allemand. Voilà, ça dépend un petit peu des magistères. Il y en a voilà, dans toute la France. Possibilité aussi, bien sûr, ce sont les écoles de commerce, voilà, comme Schema ou Kedge, via les concours passerelles ou tremplin. Alors, je le précise, ce n'était pas dans la maquette, dans la slide précédente, mais en première année, comme en deuxième année, nous proposons une option mathématique. Alors, c'est une option, on ne prend pas des 1, à part pour l'économie, où il y a des outils mathématiques qui peuvent être utiles. Il n'y a absolument pas de mathématiques au programme. Mais on l'a mis en option quand même pour ces étudiants qui le souhaitent. Qui le souhaitent pourquoi? Justement, eh bien, pour passer ce type de concours d'école de commerce. Donc, c'est une option. Ça ne rentre pas dans leur validation, dans leurs notes, dans leur moyenne. Ils ne sont pas plombés éventuellement par les maths, mais c'est un plus pour eux. Et autre possibilité, c'est la licence 3. Alors, à la Cato de Lille, comme c'est indiqué, mais pas seulement, hein, puisqu'on a des étudiants qui partent après, ensuite, parfois dans toute la France, faire une L3 de droit. Et c'est vrai que le prépa D1, un de ses buts, ça peut être d'avoir les meilleures compétences possibles à la fin des 2 ans pour faire la meilleure L3 possible. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, par exemple, sur les 7 étudiants qui sont partis en L3 à la FLD, parce que là, j'ai des chiffres précis de résultats par la suite, 6 étudiants sur 7 ont obtenu une mention bien à la fin de leur L3 de droit. Et avoir une mention bien en licence de droit, en licence 3, c'est quand même loin d'être une évidence, hein. On est quand même très loin des notes et des moyennes du bac, donc c'est vraiment bien. Donc c'est vraiment une chose qui compte. Et ensuite, on peut voilà, postuler dans les meilleurs masters. Et c'est ce que Gwendal pourra vous dire dans quelques minutes, parce que c'est souvent le parcours qu'il a fait, une bonne et très bonne L3 pour avoir un excellent master dans une fac parisienne par la suite. Alors, je retourne encore en arrière. Et le profil. Alors, le profil, évidemment, pour être un bon candidat en prépa D1, il faut plusieurs choses. La première chose, c'est une question qui nous est extrêmement souvent posée, donc peut-être que j'y réponds dès le départ. C'est que il n'y a pas de moyenne minimale à partir de laquelle nous regarderions les dossiers. Sous-entendu, voilà, si je n'ai pas 15 de moyenne ou 16 de moyenne, c'est impossible. Les notes, on les prend en compte, bien sûr. Ce serait vous mentir de vous dire qu'on ne le fait pas. Mais ce n'est pas la chose qu'on regarde en premier, finalement. Pourquoi? Eh bien, parce que les notes sont quand même aujourd'hui parfois de moins en moins représentatives d'un niveau, hein. Voilà, il y a peut-être parfois une inflation des notes dans les lycées que la réforme du bac a pu créer. Bon, voilà, c'est un fait.
Et puis aussi, on sait quand même qu'il y a parfois voilà, des divergences de notation entre les lycées qui notent plus ou moins dur. Donc, la note, c'est difficile d'avoir une idée vraiment complète avec seulement les notes. Par contre, ce qu'on regarde vraiment avec beaucoup d'attention quand on sélectionne les dossiers, et on le fait voilà, à trois avec il y a moi, ma collègue Marquoise et puis le directeur de Marc Institution, et on regarde vraiment tout en détail, hein, il n'y a pas de machine qui le regarde à notre place. Euh, eh bien, on regarde vraiment particulièrement les appréciations. On y trouve voilà, finalement du sérieux, de la régularité, évidemment, une attestation du niveau, de la motivation, de l'envie, une forme d'équilibre. Voilà, il est évident que si on voit voilà, une moyenne qui peut sembler un peu moins bonne, mais qui a de très bonnes appréciations, et on sent que l'étudiant a les moyens de progresser et d'avancer, c'est ce qu'on lit dans les appréciations, évidemment, on va lui donner sa chance. Par contre, parfois, il a pu arriver qu'on a un étudiant qui ait une super moyenne, 17 de moyenne, mais des appréciations montrant voilà, une attitude en classe un petit peu désinvolte ou pas toujours très sérieuse, et on ne prend pas, parce que justement, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche des étudiants qui ont envie de travailler, qui sont motivés et qui veulent aller le plus loin possible. Un intérêt pour le droit et l'économie, bien sûr, mais en fin de compte, plus largement, c'est un intérêt pour les sciences humaines, pour les sciences sociales, l'intérêt pour les mots, en fin de compte, pour la démonstration à l'écrit, comme à l'oral, d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a en deuxième année, il y a toute une part d'oralité qui est importante, de préparation à l'oral qui est essentielle. Et puis au cours des 2 ans aussi via l'école. Donc l'oral, ça compte. Et les mots, ça compte. C'est quand même notre outil premier essentiel pour nous juristes. Donc, il faut aimer quand même voilà, ce genre de... Il faut avoir quand même des compétences littéraires à cet égard, comme des compétences de logique et de rigueur scientifique finalement. Les langues, je l'ai dit, c'est une chose qui est absolument essentielle, notamment l'anglais, parce que le niveau d'anglais est significatif. Évidemment, il faut soigner la lettre de motivation. Parfois, on lit dans la presse, ça va peut-être arriver bientôt, c'est des articles qui sont réguliers tous les ans. Là, ces lettres qui ne sont pas lues par les responsables de formation. La réponse, c'est si on les lit concrètement. Donc, il faut vraiment une vraie lettre qui indique vraiment la motivation et l'engagement de l'élève et qui démontre voilà, la connaissance de la formation, pourquoi ils en prépa D1. Le pire, c'est la lettre stéréotypée envoyée à toutes les prépa D1 de France sans aucune distinction ou qui démontre qu'elle ne connaît pas la réalité de la formation. Quant au choix des spécialités, eh bien, il n'y a pas de choix prédéterminé d'avance. Voilà. On peut faire n'importe quelle spécialité et entrer en prépa D1. Alors, c'est que parfois, mais c'est quand même super rare, il peut y avoir des choix qui peuvent paraître un petit peu bizarres entre, je sais pas, d'un côté, un choix d'économie, et puis en même temps avoir choisi de la physique. On peut se dire que le choix est un petit peu improbable. Mais bon, après tout, finalement, pour faire du droit, comme je l'ai dit, il faut à la fois des compétences scientifiques de logique et de rigueur. Il faut des compétences, bien sûr, économie, du coup, pour les sciences humaines et sociales et puis des compétences littéraires, puisque les mots sont nos outils. Donc voilà, la spécialité n'est pas du tout, il y a pas de choix guidé, et je l'ai dit, on peut tout à fait réussir sans avoir fait au préalable de l'économie. Et ce qu'on regarde vraiment, c'est un profil qui soit le plus équilibré possible, avec des appréciations qui démontrent les compétences, le sérieux et la motivation. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus essentielles pour nous encore qu'une notation qui peut être difficile d'évaluer rigoureusement ou précisément. Euh, alors, comment on candidate, puisqu'on parlait justement de Parcoursup, nous sommes une CPGE, donc on candidate via le lycée privé de Marc-en-Barœul, CPGE ENSD1, donc on le trouve facilement et directement via cet outil. Comme je l'ai dit, voilà, la de motivation qui est absolument essentielle à soigner par rapport à cela. Et une chose qui me semble importante à dire pour conclure, avant que je laisse la parole à Gwendal qui pourra vous faire part de son expérience, euh, c'est que il faut pas voir la prépa comme étant un bagne absolu où on vivrait voilà, coupé du monde, en dehors de tout, ou dans une ambiance de compétition effrénée. C'est pas le cas. Évidemment, il y a beaucoup de travail, il faut pas se mentir. Il y a un investissement qui est demandé, c'est évident, parce que justement, il faut beaucoup s'entraîner dans la durée, finalement, pour réussir les concours examens le mieux possible. Mais voilà, il y a beaucoup d'entraide, il y a aussi quand même du temps pour soi, il y a des temps de sport qui est absolument essentiel. Et à Marc, ils ont un campus sportif assez extraordinaire à cet égard. Donc voilà, je pense qu'il faut
En conclusion, je dirais à ce stade, il ne faut pas hésiter à oser la prépa, parce que c'est quand même la possibilité quand même de développer beaucoup de compétences dans une ambiance de travail quand même constante et aussi agréable. C'est une chose qui est très importante. J'ai vraiment envie, on a vraiment envie que ma collègue Catherine Van Val, que les étudiants soient heureux d'être là. Et rien nous rend plus heureux aussi, sans être bisounours, mais c'est une réalité, qu'ils réussissent aussi le mieux possible. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon ancien étudiant, Gwendal Catry, qui est étudiante de la toute première promo de Prépa D1 et qui, après sa L3 à la FLD, a rentré dans un master à Paris, fac parisienne. Donc, Gwendal, si vous voulez préparer votre expérience, je vous laisse la parole pendant. Tout à fait, merci Monsieur Lumineuse de m'avoir invité. Donc c'est un plaisir d'expliquer un peu mon parcours parce que je sais, pour être passé par là assez récemment, que c'est pas forcément facile de comprendre tout ce qui se passe dans la classe préparatoire et le fonctionnement de Parcoursup qui peut être un peu anxiogène. Donc voilà, l'objectif c'est d'expliquer un peu mon parcours aujourd'hui. Je ferai tout d'abord en expliquant comment j'ai évolué après la classe préparatoire et ensuite j'expliquerai en quoi cette classe préparatoire m'a permis en fait d'arriver là et en quoi elle m'aide encore aujourd'hui. À la suite de ma classe préparatoire, oui, je fais partie de la première promotion. J'ai effectué mes 2 années et durant ces 2 années, j'ai effectué plusieurs stages. Aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, ça l'est et je trouve que c'est un grand plus. Ça m'a permis de savoir dès la fin de ma première année ce que je souhaitais faire. Je voulais être avocat en droit social. J'avais fait un stage dans un très beau cabinet. J'avais adoré et je voulais partir là-dedans. Donc, on a vu dans la présentation que M. Hainaut a fait les nombreux débouchés qu'offre la classe préparatoire. Et parmi ceux-ci, moi, je vais faire du droit social. Les magistères sont particulièrement tournés en droit des affaires, mais pas, il n'en existe plus aujourd'hui. Il y en avait un à l'époque, mais il n'en existe plus aujourd'hui en droit social. Donc, j'ai poursuivi, et comme 7 d'entre nous, j'ai poursuivi en licence 3 à l'Institut catholique de Lille, où, oui, vraiment, il y a eu comment dire, une explosion des résultats avec la rigueur qui avait été acquise. J'ai réussi à faire une bonne licence qui m'a permis d'avoir un très bon master. Bon, c'est reconnu comme le meilleur master, en tout cas l'un des meilleurs masters en droit social de France. Et donc aujourd'hui, j'y suis, donc en master 1 DPRT, en droit pratique des relations de travail. Et voilà, j'adore ce que je fais du droit social, j'en fais beaucoup. Et j'espère que si vous avez déjà une idée aujourd'hui de ce que vous voulez faire, ben, vous pourrez le concrétiser comme cela. Donc voilà, il ne faut pas oublier que derrière la classe préparatoire D1, il y a aussi les masters et une voie très très large de débouchés. Donc ainsi, on peut se demander quel était l'intérêt de la classe préparatoire D1 dans ce parcours. Il y en a de nombreux. Tout d'abord, il y a la méthode. Et comme disait M. Hainaut, il y a un terme qu'il a employé et que j'ai beaucoup apprécié, c'est les réflexes. C'est vraiment quelque chose, on a une méthodologie, on a une organisation qu'on développe. Euh, dans cette classe préparatoire, on arrive, hein, on est juste à la fin du lycée, et on a vraiment une maturité à la fin de ces 2 ans qui est impressionnante et qui nous va nous aider tout au long de notre parcours. En tout cas, je le constate encore aujourd'hui. Le Master 1, en tout cas le mien, est particulièrement difficile, mais je retrouve les organisations, la méthodologie que j'ai mis en place, mes méthodes d'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de bachotage euh, dans l'université, en tout cas encore en Master 1, et donc ça m'a été particulièrement utile dans cet apprentissage. Donc ça, c'est le premier aspect, la méthode, la rigueur. Ensuite, j'en ai un deuxième, donc c'est les stages qui sont issus de cette classe préparatoire. On vous permet d'effectuer des stages, aujourd'hui c'est même obligatoire, et c'est essentiel. L'objectif, il ne faut pas l'oublier, d'un parcours, c'est d'abord de préparer, en tout cas en prépa, à préparer l'élève à de bons résultats par la suite et à de bons cursus, mais c'est également à trouver une profession. L'objectif, c'est de professionnaliser l'étudiant et de faire mettre en place des débouchés, de permettre un grand nombre de débouchés, et la classe préparatoire D1 a cet intérêt. Et ensuite, un intérêt majeur, alors on ne le reconnaît pas comme ça quand on est en classe préparatoire D1, mais pour moi, c'est les oraux, l'école que vous aurez. Alors, c'est des petites sessions d'oral que vous préparerez avec 10 minutes de préparation, 10 minutes de passage dans un grand nombre de matières. Alors, c'est beaucoup de travail, mais ça permet d'apprendre des automatismes et ça permet aussi d'apprendre à s'exprimer à l'oral. Et c'est essentiel, c'est vraiment essentiel dans les langues, etc. On a parfois des complexités à se lancer, mais l'école, en tout cas, comme je l'ai ressenti moi à l'époque, aujourd'hui, ça m'est encore essentiel dans tout ce que je peux entreprendre, ce que j'ai pu entreprendre en licence 3 et ce que je peux entreprendre actuellement en Master 1. Donc voilà, c'était, à mon avis, les principaux arguments. Si peut-être un dernier argument, alors, je sais que vous êtes actuellement sur Parcoursup, mais dans 3 ans, il y aura déjà
Euh, Mon master et la classe préparatoire D1 vous permettra de vous différencier des différents étudiants. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. On recherche, les directeurs de master recherchent souvent une diversification avec différents profils. Souvent, c'est ça, ils recherchent des profils avec des particularités et cet aspect classe préparatoire D1 qui est quand même pas forcément particulièrement répandu, eh bien, il permet de se différencier des autres étudiants de licence et d'avoir un parcours un peu atypique. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était l'explication de mon parcours et pourquoi la classe préparatoire D1 y a apporté beaucoup. Bah, merci hein, beaucoup, beaucoup, Gwendal, pour ces propos. Et quand je disais que ça fait que rien ne rend plus heureux un enseignant qu'un étudiant qui réussit par la suite, là, c'est le cas. Donc, ça, je peux vous le dire. Donc, si vous voulez, on va répondre à vos questions, Gwendal et moi. Et là, je vois Elsa dans le chat, dans le chat, dans le chat, oui, pardon. Je vous demandais l'ambiance de travail entre elles. Peut-être que Gwendal, vous pouvez y répondre plus directement que moi. Ah oui, bah alors là, oui, je pense être bien concerné. J'ai encore beaucoup de souvenirs de cette classe préparatoire. Le travail, ça soude. C'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. On était en petits groupes, voilà, on n'est pas forcément tous ensemble, mais on a des petits groupes et ça rapproche énormément. J'ai encore des contacts aujourd'hui avec des amis que je me suis fait en classe préparatoire D1 qui sont à BLM ou qui sont dans d'autres parcours, en d'autres masters, mais j'ai encore beaucoup de contacts avec eux. C'est vrai que l'ambiance de travail, à l'époque, elle était particulièrement importante en fait. On s'entraide, il y a vraiment une entraide. Je me souviens que je passais tous mes samedis avec un groupe d'amis et on se faisait des dissertations. On se faisait plusieurs dissertations, on se les répétait et voilà, il y a vraiment cet engouement collectif que je n'ai pas retrouvé par la suite, en licence ou en master. J'espère avoir en tout cas répondu à votre question. Oui, ça c'est une chose, merci Gwendal, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup. Et là, je voyais encore ce week-end des étudiants qui m'envoyaient des mails pour me demander des travaux en plus, parce que justement, ils se réunissent le samedi ou le dimanche pour travailler ensemble. Et ça, c'est des choses qui sont très, très, très importantes parce qu'on réussit vraiment bien un concours ou une formation comme celle-ci quand on se prépare ensemble, en se collant les uns les autres, en se posant des questions. C'est une chose qui est absolument essentielle, à laquelle on est extrêmement attentif. Alors là, Augustin, vous demandez si vous êtes pris en prépa D1 et aussi si vous étiez pris aussi dans la licence droit et gestion des entreprises. Que me conseillez-vous? En fin de compte, le conseil, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire par la suite. La prépa D1 est à la fois généraliste, parce que c'est une licence de droit généraliste aussi, et en même temps, elle a quand même ce petit côté droit des affaires que n'a pas une licence généraliste. Donc voilà, il y a un petit peu des deux, mais elle est un peu moins spécialisée quand même en gestion des entreprises que les licences en question. Ce pas des formations qui sont strictement identiques. Toutefois, euh, on a des étudiants qui, après la prépa D1, sont rentrés en troisième année, effectivement, en L3 dans ce parcours-là, quand il s'appelait DCF, droit et comptable et financier. Donc, l'intégrer en L3, ça doit être possible, absolument. Alors ensuite, combien d'anciens élèves ont été admis au sein du parcours BLM, EDEC et FLD? Alors, si on prend les chiffres de l'année dernière, il y avait 15 étudiants sur 30 de notre promo qui ont postulé en BLM. 12 ont été admissibles à l'oral. 9 ont été admis à la fin. Et sur les 9 qui ont été admis, il y en a 7 sur les 9 qui ont choisi de rentrer en BLM. Donc, ce sont quand même des chiffres significatifs. Et voilà, on a quand même un bon nombre de candidats qui réussi à rentrer en BLM, puisqu'un peu plus de la moitié de ceux qui ont, plus de la moitié de ceux qui ont postulé, 9 sur 15, on est à plus de 50% sur 20 places. Donc, quand même, 9 personnes sur 20 places sélectionnées, constitue quasiment la moitié des candidats retenus. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même vraiment, vraiment significatif. Ensuite, combien de candidats sur Parcoursup et combien de candidats retenus? Alors l'an dernier, nous avons eu sur Parcoursup 530 ou 540 candidats qui ont postulé chez nous et on en a classé, euh, je sais plus, on en a classé 280, 300, c'est ça.
Donc, on était à peu près à un ratio d'un peu plus de 60% de sélection. Et ensuite, voilà, après le jeu de Parcoursup, on en appelle une partie. Après, c'est le jeu, mais on est allé jusqu'au candidat. Je crois que le dernier admis voilà, était tout au bout de la liste, donc était 300 et des poussières dans mon souvenir. Est-ce que nous avons des candidats aussi qui présentent au concours des IEP? Alors, la prépa D1 n'a pas pour vocation première, quand même, de préparer au concours des IEP, puisque justement, l'IEP, on y rentre en première année, parfois en deuxième année, et puis en master 1. Mais il n'y a pas d'entrée en licence 3. Donc, ce n'est pas une prépa faite pour cela. Jusqu'à l'année dernière, il y avait Sciences Po Bordeaux qui organisait un concours d'entrée en L3. Donc, on a l'an dernier, il y a un étudiant qui avait tenté, une étudiante qui avait tenté ce concours-là et qui l'a obtenu d'ailleurs. Et puis là, cette année, c'est vrai que j'ai une étudiante qui prépare aussi Sciences Po dans les concours communs. Quant à BLM, alors là, je laisserai Madame Logier répondre tout à l'heure sur les deux manières d'y accéder, mais le concours EDEC et le concours FLD, les étudiants de la prépa D1 sont incités à passer le concours FLD, ne sont pas les mêmes en termes d'épreuves et en termes de taux de réussite non plus. Le concours FLD est plus accessible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne faut pas hésiter à me poser à moi ou à Gwendal, hein. Ça peut être bien de profiter de la présence d'un ancien pour des questions peut-être un petit peu différentes ou concrètes sur la vie d'étudiant en prépa D1. Non? Bon, ben alors, s'il n'y a pas de... Ah oui, le retour en L3 après l'AD1. Alors ça, c'est une question pour Gwendal. Elle souhaitait traumatiser d'arriver dans un amphi après 2 ans en petit effectif. Ah oui, forcément, ça c'est une question que je me suis posée. Est-ce que je serais particulièrement surpris? En fait, non. Ça se fait assez vite. On a son mode d'organisation, comme je le disais. Il y a pas vraiment de souci, surtout qu'on se retrouvait et qu'on est plusieurs, hein. On est plusieurs, en tout cas à mon époque, je pense que c'est encore le cas. On est plusieurs à partir en licence 3 et donc souvent on reste dans ce groupe-là en fait. La licence, comme la prépa, elle soude et on est resté ensemble. Et donc dans ce grand amphi, qui en fait n'est en soi pas si grand non plus, puisqu'on apprend vite à reconnaître toutes les têtes. Ben, non, non, il n'y a pas de particularité. C'est une année qui se passe globalement assez facilement après la classe préparatoire. C'est l'objectif, c'est vraiment de construire un dossier, d'avoir les meilleurs résultats afin de préparer un bon master. Une dernière question où nous avons tout éclairé. Ah, comment on trouve les stages? Alors ça, par soi-même, il y a aussi un career center au sein de la fac qui aide à trouver des stages. Et puis côté marque institution, il y a un réseau d'anciens qui est extrêmement important, extrêmement fort, qui peut aussi vous aider et qui en aide souvent nos étudiants aussi également à trouver des stages le plus facilement possible. Donc c'est l'avantage de cumuler quelque part en étant inscrit et à la fac de droit et à Marc Institution de cumuler les avantages de chacun des deux campus et des deux institutions. Alors, les débouchés en termes de licence et de master, mais ce sont les débouchés de, quelque part, fondamentalement, de n'importe quel étudiant en droit. Ça veut dire qu'en L3, on peut rentrer dans toute L3 française, vu qu'on aura en l'occurrence les crédits, les ECTS qui constituent la première année puis la deuxième année de licence. Et ensuite, en termes de master, eh bien, voilà, il y a tous les masters possibles qui s'ouvrent parce que justement, tout va dépendre aussi après des choix qui sont faits au sein de la licence 3 parce que c'est en L3 qu'on commence à se spécialiser vraiment plus et qu'ensuite on peut s'orienter dans tel ou tel master. Si on prend le cas de Gwendal, il en parlera mieux que moi peut-être. Mais justement, Gwendal a choisi en L3 de prendre du droit du travail en cours en TD pour ensuite pouvoir postuler, bien sûr, dans un master social. C'est ça, les débouchés sont très très larges. Et dans ma promotion, il y en a qui sont partis en droit de la concurrence, donc qui ont poursuivi en droit des affaires, d'autres qui sont partis en droit social, donc comme moi, et quelques autres oui, qui sont partis en droit de la famille. Donc ce que prépare pas forcément directement la classe préparatoire, mais ils se sont trouvés un amour pour cette matière, et donc ils ont réussi à poursuivre. Voilà. Les débouchés sont particulièrement larges et ils ne sont pas moindres en tout cas qu'une licence classique.
Non, ils sont même en fin de compte plus importants, parce que comme vous le disiez, Gwendal, fondamentalement, un attendant de master, il cherche un peu cette spécificité qu'a un étudiant de prépa D1 et il a cette différence positive par rapport à des étudiants de licence classique. Alors, Marc Institution et la FLD, pour vous répondre, Elsa, oui, sont quand même pas proches, hein, et il y a quand même 40 minutes à trois quarts d'heure entre les deux, en transport en commun, entre bus, métro ou tram pour aller à Marc. Mais justement, afin d'éviter que les étudiants se déplacent sur les mêmes journées d'un site à l'autre en raison de la distance, eh bien, ils sont par journée complète, euh, soit à Marc Institution, soit à la FLD. Et ensuite, d'ailleurs, quant au logement, certains voilà, choisissent de loger plutôt à Lille, d'autres de loger plutôt côté Marc, d'autres de loger un petit peu entre deux, sur d'ailleurs le boulevard du tramway qui relie Lille et Marc-en-Barœul. Donc voilà, il y a un éloignement relatif, mais qui peut être assez facilement rempli par les transports en commun. Et de toute façon, il n'y a pas de déplacement d'un site à l'autre sur la même journée. Une ultime question avant qu'on passe à BLM, parce que le temps passe. Non? Bien, alors merci à tous, merci Gwendal, et puis beaucoup Gwendal, et puis on va continuer avec le parcours BLM que voici et que va présenter ma collègue Nathalie Logier. Bonsoir à tous. Donc, ce parcours BLM, j'ai commencé par vous expliquer comment il est né. Il est né pour répondre aux attentes du marché. On a constaté à l'époque, hein, il y a 12 ans maintenant, que les cabinets d'avocats en droit des affaires et les directions juridiques réclamaient de plus en plus une double compétence en droit des affaires et en management pour leurs futurs collaborateurs. Et puis, on a constaté aussi une demande de la part de nos étudiants qui voulaient obtenir cette double compétence. Donc, à l'époque, je dirigeais le master pratique droit des affaires et j'accueillais dans ce master des étudiants qui avaient fait un parcours à l'EDEC, donc une école de commerce après 2 années de prépa, venaient chercher une spécialisation en droit après leur parcours à l'EDEC. Et inversement, certains étudiants du master pratique droit des affaires allaient chercher une spécialité en école de commerce, donc dans les 5 meilleurs, HEC, l'ESSEC, le SCP, l'EM et l'EDEC. Et face à ce constat, on s'est dit, il faudrait qu'on crée une formation pour répondre à cette double compétence en créant un programme intégré. Alors, il existe, hein, tout à fait transparente, des formations concurrentes à BLM, notamment HEC et la Sorbonne, mais n'ont pas été créées de la même façon. HEC et la Sorbonne, c'est sur 2 ans, et en fait, vous faites un semestre d'un côté, un semestre de l'autre. On ne peut pas vraiment dire que c'est un programme intégré. Nous, on a vraiment voulu travailler ensemble. On fait partie de la même université. Hein. L'EDEC fait partie de l'Université catholique de Lille. Et donc, on a vraiment voulu créer ce programme et on a voulu le rendre encore plus important en le créant sur 4 années. Alors, le programme commence à partir de la licence 3. Donc, on recrute des étudiants qui ont un bac plus 2. Je parlerai des 2 voies de recrutement après. Et les étudiants font donc une licence 3, un master 1, partent une année en césure et ensuite font un master 2. Et donc, c'est vraiment un programme construit sur ces 4 années ensemble et voilà, complètement différent de ce qui existe sur le marché. C'est vraiment notre spécificité si vous comparez les autres produits sur le marché. Alors, quels sont les débouchés de BLM? On va aller tout de suite. Hein, une demande, des débouchés. Alexandre, si tu peux avancer la slide. Alors, une majorité d'étudiants qui rentrent dans la filière Alors, double diplôme, je répondrai après. Alors, une majorité des étudiants vont vers le métier d'avocat. Bon. Les étudiants passent l'examen du barreau. Beaucoup le passent à l'entrée du Master 2, donc après leur année de césure. Donc, ils font leur année de césure. Et puis, à l'entrée du Master 2, ils passent l'examen du barreau. Et on a d'excellents résultats à cet examen du barreau cette année. Et résultat exceptionnel, 90% des étudiants qui ont passé l'examen l'ont eu sur des étudiants qui n'avaient même pas un Master 2. Vous ne pouvez pas trouver d'autres résultats comme ça en France, ce n'est pas possible. Donc, beaucoup vont vers ce métier d'avocat en droit des affaires, d'autres vont vers l'entreprise en étant juriste
ou fiscaliste, puisque vous avez la compétence fiscalité qui vous est donnée par les cours de l'EDEC. Vous avez d'autres métiers peut-être auxquels on ne pense pas quand on rentre dans la filière BLM, comme l'administrateur judiciaire, hein, c'est celui qui aide les entreprises en difficulté. J'ai 2 étudiants depuis toutes ces promos qui sont aujourd'hui, enfin un qui est notaire et une qui est en formation de notaire. Et puis après, vous avez des métiers qui sont à la limite du droit, où il y a un peu de droit et c'est un peu plus large, comme tout ce qui est conformité, la compliance, ou le forensic. Alors, forensic, c'est des personnes qui font des enquêtes pour voir s'il y a des fraudes. Donc ça, c'est suite à la loi 5.2. Ben voilà, vous avez ces métiers-là qui se sont développés et les étudiants de BLM ont une formation voilà, qui peut aller vers ces métiers-là. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une filière où on a un diplôme d'école de commerce. Et donc, on peut aller vers des métiers qui ne sont pas du tout des métiers juridiques. Certains étudiants vont faire de l'audit, d'autres sont chefs de projet dans plein de domaines différents, d'autres consultants. Donc, l'intérêt aussi de cette filière, c'est qu'elle ouvre à beaucoup de débouchés et que les étudiants n'ont aucune difficulté à trouver un emploi soit dans les cabinets d'avocats, hein, quand ils ont l'examen du barreau, soit en entreprise. D'ailleurs, là, la semaine dernière, en discutant avec un étudiant de Master 2, eh bien, il avait déjà, il était en cours de signature de son CDI, alors qu'il n'a même pas fini son Master 2. Donc, si vous choisissez cette filière, vous êtes sûr et certain de trouver un job. Ça, c'est vraiment important de le dire. Il y a vraiment beaucoup de débouchés et vous pourrez faire plein de choses. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous avez une opportunité de carrière qui se dessine avec cette double compétence et ce double diplôme. On a aussi quelques étudiants qui poursuivent leur étude. Alors, soit pour certains, mais c'est vraiment à la marge, ils veulent aller chercher une compétence hyper spécialisée et donc ils vont faire après le parcours BLM un Master 2 spécialisé, par exemple en propriété intellectuelle, j'ai cet exemple en tête, mais il y en a très peu hein, qui vont faire une poursuite d'études parce qu'ils ont déjà le bagage suffisant. Et alors le LLM, qu'est-ce que le LLM? Le LLM, c'est en fait c'est un Master 2 en droit. C'est l'acronyme anglais qui veut dire Master 2 en droit. Un LLM, donc j'ai par exemple une étudiante, les deux ont eu l'examen du barreau en France et elles sont parties faire un LLM, une à King College à Londres et l'autre à Columbia à New York. Et elles ont été toutes les deux embauchées dans des très, très gros cabinets de droit des affaires. Donc l'une travaille à Londres, l'autre est à New York. Donc voilà, ça, alors c'est des profils atypiques, hein, elles étaient toutes les deux majors de promo, c'était deux années différentes. Mais vous voyez, il y a possibilité aussi d'aller vers ces métiers-là. Et on en a plusieurs hein, qui ont eu un LLM à l'étranger, notamment aux États-Unis. Chaque année, il y en a 2, 3 de la promo qui va faire valider cette formation à l'étranger. Donc, vous voyez, des débouchés très larges. Alors, je répondrai aux questions après, parce que je vois qu'il y a plein de questions qui sortent. Alors, une formation innovante, déjà, je vous l'ai dit, hein, par le modèle qu'on a choisi sur 4 années, un programme intégré qui permet d'acquérir donc cette fameuse double compétence en droit des affaires et en management. Il est important pour un juriste de comprendre le business quand il a face à lui un client qui n'est pas un juriste, pour pouvoir comprendre, savoir lire un bilan, c'est fondamental pour pouvoir aider le chef d'entreprise à trouver des solutions juridiques. Ça permet l'obtention d'un double diplôme, donc diplôme à la fac et à l'EDEC, j'y reviens après. Les cours sont enseignés en anglais. À l'EDEC, tous les cours sont enseignés en anglais. Donc ça, c'est important parce que dès que vous rentrez dans la filière, eh bien, vous avez la moitié des cours enseignés en anglais. Et puis, des méthodes pédagogiques originales. Hein. Je vous ai dit ma casquette de directrice de l'innovation pédagogique parce que j'adore ça. Et donc, on travaille en classe inversée. Donc, comme l'a dit Monsieur Hineuse, hein, on n'est pas dans le cours tradi où l'étudiant est complètement passif en train de prendre des notes pendant que l'enseignant délivre son savoir derrière son bureau. Et l'étudiant est passif et prend des notes. Et puis après, il se retrouve tout seul à faire les exercices pour préparer ses travaux dirigés. Et c'est là que ça devient complexe parce qu'il ne trouve pas d'aide, il ne sait pas forcément le faire et il ne comprend pas forcément ce qu'on lui demande.
La classe inversée, c'est l'inverse en fait. C'est le cours est donné avant. Donc, on a une plateforme pédagogique sur laquelle on dépose nos documents de cours, complètement rédigés avec tout ce qu'il faut, des exercices, des exemples, de la jurisprudence, il y a tout. Et puis, l'étudiant doit travailler avant d'arriver en cours. C'est-à-dire que c'est pas juste lire hein, le document, c'est vraiment travailler, comprendre le document. Bien sûr, s'il ne comprend pas, il nous pose des questions. Comprendre le document et il arrive ensuite en cours. Et comme l'a dit M. Hénos tout à l'heure, il y a 2 temps. Un premier temps où on vérifie la compréhension du cours par des exercices voilà, différents. Donc, ça peut être des petits quiz. Moi, j'adore les cartes mentales. Donc, on a la chance d'avoir un laboratoire euh, d'innovation pédagogique où tous les murs sont... on peut écrire sur tous les murs. Donc, j'arrive avec mon sac plein de crayons et voilà, de toutes les couleurs. Et je leur dis, allez, vous me faites une carte mentale sur tel thème. Et à partir de la carte mentale, je vois tout de suite s'ils ont compris ou pas. S'ils mettent pas l'exception au bon endroit du principe, etc., on voit tout de suite. Ou s'ils se trompent parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Donc, des petits exercices comme ça, vraiment de compréhension. Et puis, des points de cours qu'on refait, bien sûr, sur les éléments essentiels. On les interroge, on voit s'ils ont compris, etc. Et puis, deuxième partie, eh bien, c'est de l'application, alors en BLM pratique, puisque l'objectif, hein, c'est vraiment d'acquérir ces réflexes pratiques pour aller après vers l'examen du barreau et d'autres métiers. Et on travaille essentiellement le cas pratique, hein, pour les étudiants qui sont en ligne, ils vont me comprendre. Le cas pratique, on ne fait pas de dissertation, on ne fait pas de commentaire d'arrêt au sens formel hein, qu'on fait à la fac avec un plan 2 parties, 4 sous-parties. Par contre, travailler sur des arrêts, on le fait hein, pour savoir comprendre l'arrêt et en tirer l'élément essentiel, ça on le travaille, mais on ne le fait pas sous le format traditionnel. Donc c'est vraiment une autre approche qui est intéressante. Et le cas pratique, c'est l'examen. Ce sont les sujets qui sont demandés à l'examen du barreau. Donc, la boucle est bouclée, si vous voulez. Voilà. Et après, on fait plein d'autres choses. On fait des jeux de rôle. On a mis en place des séminaires, ben, notamment avec Monsieur Héneuse. Un séminaire en L3 d'initiation à la recherche sur les bases de données juridiques, parce qu'on s'aperçoit que les étudiants ne savent pas chercher. Et donc, voilà, on va les accompagner pour leur apprendre à chercher, puisque pendant leur stage, ben, la plupart la base de leur travail, c'est quand même de savoir faire des recherches. Donc, quand ils arrivent en cabinet et qu'ils maîtrisent des bases de données juridiques, ils ont déjà un point d'avance par rapport à d'autres étudiants qui n'ont jamais été formés à cela. Et en Master 1, toujours avec M. Héneuse, on a mis en place un séminaire d'initiation à la pratique du procès parce que on a décidé que pour la matière droit du travail du Master 1, eh bien, l'examen terminal était une simulation de procès. Donc, pour les amener à la simulation de procès, eh bien, un séminaire d'initiation à la pratique du procès, où on va leur apprendre à déjà voir ce que c'est qu'un dossier d'avocat, savoir monter une stratégie, savoir rédiger des conclusions, plaider. Et c'est cet exercice-là qui sera refait à l'examen terminal sur d'autres dossiers. Donc, on travaille sur des vrais dossiers anonymisés et on les met en situation, puisque j'ai la chance d'avoir un des intervenants qui est président d'un conseil des prud'hommes sur la métropole. Et la cour d'appel nous met à disposition la salle d'audience. Donc, on va en situation, on est en situation. On leur met des robes d'avocat. Ils plaident devant leurs autres camarades qui jouent le rôle de conseiller prud'homaux, qui eux vont aussi rédiger la décision rendue par le conseil des prud'hommes. Et donc, voilà, c'est un exercice complet, original. Les étudiants adorent. On les voit plaider et quelquefois, il est arrivé que le président du conseil des prud'hommes dise même qu'ils avaient mieux plaidé que les avocats qu'ils avaient vus le jour J. C'est arrivé. Donc voilà, ça, c'est des choses innovantes qu'on fait. En M2, par exemple, j'ai fait travailler et leur dit, ben, maintenant, vous êtes des techniciens du droit, on se comprend, on a notre vocabulaire, les gros mots juridiques, comme je les appelle, sauf que demain, votre client, ben, il n'est pas juriste. Donc, il va falloir savoir lui expliquer simplement des notions complexes en droit. Donc, on travaille la compétence rendre accessible le droit. Et là aussi, par des méthodes pédagogiques originales, on a fait des années, je les ai emmenés, on a un Media Lab qui est un studio télé. Donc, ils ont fait une petite émission télé où ils expliquaient avec des mots simples des concepts juridiques. Pendant 2 ans, ils ont pu aussi enseigner
donc faire un cours, en fait, dispenser un cours à des étudiants qui étaient ingénieurs en master 2 d'école d'ingénieurs, donc qui n'étaient pas du tout juristes. Donc leur donner les éléments essentiels simplement. Et actuellement, je les fais travailler en motion design. Donc, ils me font des petites vidéos en motion design sur le droit des entreprises en difficulté, qui est voilà, une matière très technique avec beaucoup de vocabulaire technique. Et donc, ils travaillent là-dessus. Donc, vraiment pour les préparer à leur entrée dans le monde professionnel. Donc, voilà un petit peu les innovations. Je pourrais vous en parler des heures, mais il se fait tard et on va avancer. Merci Alexandre. Alors, un programme complet. Donc sur les 3 années, donc je rappelle qu'on commence en licence 3. Alors en licence 3, on a un module de transition de 6 semaines parce qu'on a 2 voies d'accès dans la filière BLM. Donc il y a la voie d'accès par le concours EDEC et il y a la voie d'accès par le concours de la fac. Pour le concours EDEC, en fait maintenant il y a 2 concours qui sont ouverts à l'accès en BLM. Vous avez le concours grande école, donc qui est destiné à des étudiants qui ont fait 2 années de prépa, ECE par exemple, BCE. Les étudiants donc passent le concours grande école de l'EDEC, sont admis, et lorsqu'ils sont admis, ils postulent dans la filière BLM et ils sont là encore sélectionnés dans la filière d'après une lettre de motivation et d'après leur rang de classement. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait 2 années de prépa école de commerce. Ensuite, on a les fameux prépa D1 qui, eux, ont en fait la possibilité d'accéder dans la filière BLM par les 2 voies. Les prépa D1, vous avez un concours qui a été ouvert il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans, par l'EDEC, un concours AST1 pour rentrer dans la filière BLM. Là encore, il y a des épreuves écrites et ils sont sélectionnés à l'issue de ces épreuves écrites dans la filière BLM, s'ils postulent dans la filière BLM, mais les prépadins peuvent aussi, comme l'a dit M. Heneuse tout à l'heure, aller en école de commerce dans la filière classique de l'EDEC, la filière business management, mais pas forcément BLM. Donc, il y a l'accès prépadéen de l'EDEC, et puis il y a le concours de la fac qui est destiné à des étudiants qui sont titulaires d'une licence 2 de droit, donc d'une 2e année de licence de droit. Et donc, nos étudiants prépadéens de marque institution, eh bien, ont la possibilité de rentrer en BLM par les 2 voies d'accès. C'est les seuls qui ont la possibilité de passer les deux concours. Donc, soit par l'EDEC, par le concours AST1 de l'EDEC, soit par le concours mis en place par la faculté, et je parlerai après des matières. Et donc, vous voyez qu'on a en tout, je vais le dire tout de suite, on a 50-55 places. On a cette année 20 places, comme les autres années. On a 20 places réservées à la faculté pour des étudiants donc, qui sont titulaires d'une 2e année de droit. Il y a 10 places maintenant pour ceux qui font une prépa BCE, ECE par le concours grande école de l'EDEC, 10-20, et il reste 25 places pour les étudiants qui viennent de prépa D1 et qui passent le concours AST1 de l'EDEC. Voilà. Donc, vous voyez, on a un public qui est un peu différent parce que autant les prépa D1 sont des juristes, puisqu'ils ont une licence de droit, autant les étudiants qui viennent par le concours EDEC après 2 années de prépa n'ont jamais fait de droit. Donc, on a ce fameux module de transition qui permet de mettre à niveau les étudiants qui n'ont jamais fait de droit en 6 semaines. Je peux vous dire qu'ils vont bosser pendant 6 semaines. Bien sûr, on ne leur fait pas tout le programme de 2 ans, mais on a pris les fondamentaux nécessaires à pouvoir suivre la filière BLM. Et puis, nos étudiants, enfin les étudiants qui ont une licence 2 de droit, vont pendant 6 semaines à l'EDEC refaire en fait de l'économie, des fondamentaux d'économie, des fondamentaux de mathématiques et de statistiques, parce qu'il y a quand même des matières quanti à l'EDEC, donc il faut remettre des bases. Alors, ce n'est pas à un niveau... alors, je dis S à l'époque, hein, mais comment on dit maintenant, avec les matières, avec les spécialités maths supérieures. Voilà, c'est pas ça, hein, c'est un niveau plutôt ES hein, à l'époque. Et puis, ils refont des langues aussi, LV1, LV2. Voilà. Et après, à partir de début octobre, on commence fin août, on est les premiers à faire la rentrée à la fac, eh bien, ils sont tous ensemble réunis et ils vont suivre pendant les 3 années le programme que vous voyez ici. Donc, plus on va augmenter d'années, eh bien, plus on va découvrir des matières
spécifiques, de plus en plus spécialisées pendant ces 3 années. Donc, en première année, on a bien sûr des matières de droit. On a bien les fondamentaux, c'est des questions qui sont souvent posées, on a bien les fondamentaux nécessaires. Hein. On n'a pas du tout enlevé les matières fondamentales. Hein. C'est plutôt les matières qu'on appelait, nous, d'ouverture, qu'on a supprimées pour mettre les matières EDEC. Et puis, à l'EDEC, vous faites les matières, en première, en deuxième année, vous faites toutes les matières d'une école de commerce, hein, de l'économie, du management, du marketing, etc. Et avec une particularité sur la 3e année, puisque l'EDEC a la compétence juridique, hein, ils ont des juristes chez eux et ils ont un centre de recherche en droit. Et donc, la 3e année, elle est très juridique. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Même si après la 3e année, il y en a qui, je vous l'ai dit, hein, qui vont faire autre chose que du droit, on est quand même sur un programme très juridique en dernière année. Alors, une formation qui délivre un double diplôme, hein, c'était une question qui est passée tout à l'heure. Donc, au niveau de la fac, eh bien, vous allez avoir une licence de droit à la fin de la première année de BLM, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul diplôme de licence de droit qui existe en France. Hein, que vous ayez fait une licence euro de droit, une licence droit et gestion de l'entreprise, par exemple, tout le monde a une licence de droit. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Deuxième année, quand on est en Master 1, on a un Master 1 droit des affaires délivré par la faculté. Et en 3e année, on a un Master 2 pratique du droit des affaires délivré par la faculté. L'EDEC ne délivre pas de diplôme intermédiaire. Hein, l'EDEC délivre un diplôme en fin de cursus. Donc, vous avez la dernière année où je vous ai dit qu'elle était très juridique parce que l'EDEC délivre un LLM, donc c'est-à-dire un Master 2 en droit, Law and Tax Management. Donc, vous avez la possibilité de vous spécialiser en taxes, hein, tout ce qui est fiscalité. Et tous les étudiants ont le diplôme Grande École de l'EDEC. Donc ça, c'est une nouveauté pour nos étudiants, puisque jusqu'à présent, les étudiants qui venaient par le concours de la fac n'avaient pas automatiquement le diplôme Grande École, ils pouvaient aller le chercher en repassant des épreuves. Désormais, tous les étudiants ont ce fameux diplôme Grande École. Donc vous sortez de ce double cursus avec 3 diplômes. Je peux vous dire que sur le marché, c'est très valorisé. Alors, une formation professionnalisante, j'ai vu passer une question tout à l'heure sur l'année de césure. L'année de césure, c'est une année de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire Erasmus dans une université partenaire, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas cette possibilité-là dans la filière BLM, mais c'est une expérience obligatoire en stage en entreprise. Donc, il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais qu'à la fin de la L3, vous avez un stage de 2 mois minimum à faire et 2 à 3 mois, hein, pour les étudiants. Le stage, il peut être fait soit dans une direction juridique, soit dans un cabinet d'avocat, mais aussi dans tout autre domaine que vous ouvre l'école de commerce. Si vous avez envie d'aller faire du marketing, pourquoi pas, hein, on n'a pas de sujet là-dessus, hein. Cette double compétence vous ouvre toutes ces possibilités. Hein, on a des étudiants qui n'ont pas fait de stage en cabinet d'avocat pendant cette année de césure parce que ce n'était pas leur projet professionnel. Donc, il n'y a pas de difficulté à faire autre chose. Le droit en action, juste pour terminer, on a aussi un petit module en fin de Master 2, enfin 2 modules, puisqu'on a le droit en action à la fac et l'EDEC fait l'équivalent à One Firm, One File. Ce sont en fait ici des sujets qui sont donnés par des directions juridiques ou des cabinets d'avocats, des vrais sujets d'actualité. Et les étudiants travaillent en groupe sur les sujets et vont faire une restitution dans l'entreprise. Donc, c'est très intéressant parce que là, ils jouent le rôle de juristes quand ils sont dans l'entreprise et on travaille avec des grandes directions juridiques, alors de la région, mais aussi sur Paris, par exemple, j'ai la direction juridique droit de la concurrence chez EDF. Là, on va aller chez L'Oréal, on va aller chez Alstom, on va chez Mobilis dans le Nord, etc. Donc ça, c'est aussi un point aussi important parce que les étudiants vont vraiment se frotter à la pratique grâce au stage de fin de L3 et aussi à l'année de césure. Alors, comment on fait maintenant pour candidater? Puisque je sais qu'il y a des L2 qui sont en ligne.
Alors, pour candidater, vous avez donc des documents à fournir classiquement, vos notes de bac, les notes de vos années universitaires suivies. N'hésitez pas non plus, si vous avez fait autre chose avant de faire du droit, c'est pas gênant, hein, de mettre ce que vous avez expliqué, ce que vous avez fait, votre parcours. On a bien sûr le droit de se réorienter, c'est pas un souci. Ce qui est important, le CV avec les stages que vous avez faits, et puis la lettre de motivation. Ça, c'est un point important. Monsieur Héneuse l'a dit tout à l'heure pour Parcoursup, mais c'est vraiment fondamental de venir expliquer pourquoi vous voulez faire BLM. Comme je dis, il faut mettre vos tripes dans la lettre. C'est pas un truc bateau qu'on fait sur ChatGPT. Hein, c'est vraiment, voilà, pourquoi, qui vous êtes. En fait, on cherche, l'a très bien dit l'étudiant tout à l'heure, Gwendal, on cherche des profils, on cherche pas voilà, des personnes stéréotypées qui vont nous dire la même chose tout le temps. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, on a tous ces documents et puis un test. Donc, il faut maintenant, alors, il faut absolument maintenant produire un test lors des sélections. Hein. Avant, j'étais un peu plus souple, mais maintenant, comme on a le diplôme grande école, les DEC exigent qu'on ait un test linguistique. Donc, plusieurs tests sont possibles. Il faut savoir que à l'EDEC, quand vous serez en L3 BLM, à la fin de l'année, il faudra valider un TOEIC à 850. Hein, si vous ne validez pas le TOEIC à 850, ils ne vous font pas passer dans l'année supérieure. Vous avez la possibilité de le passer plusieurs fois, mais ça, c'est vraiment important à l'avoir en tête. Donc, si vous hésitez entre plusieurs tests, moi, je conseille tout de suite de vous entraîner sur le TOEIC. Hein. Chaque test a ses particularités. Donc, pourquoi pas passer le TOEIC. Si vous n'avez pas 850, on est à l'entrée de la filière, c'est pas grave. Si vous arrivez avec 600, là, ça pose une difficulté. Il faut que vous ayez un niveau B2 pour être capable de suivre les cours de compta en anglais. La compta, c'est déjà pas facile, mais si en plus c'est fait en anglais, vous ne comprenez pas, ça va être très, très compliqué. Donc, tout ça, et puis vous aurez donc le concours écrit qui est fin mai. Concours écrit, 2 épreuves. Une épreuve de droit des obligations. Donc, c'est exactement le programme que vous faites en 2e année. Donc, droit des contrats, droit de la responsabilité. Il n'y a rien de plus. C'est vraiment ce programme-là. On n'a pas voulu vous en rajouter. On sait que vous sortez d'une 2e année. Voilà, ce n'est pas le but de mettre sous l'eau. Donc, c'est vraiment ce programme-là. Ça peut être un commentaire d'arrêt, ça peut être un cas pratique, ça peut être une dissertation en 3 heures, l'exercice classique en droit. Et puis à côté de ça, vous avez une épreuve d'une demi-heure de QCM avec 3 parties dans le QCM. Donc une partie actualité économie pour voir, faut avoir voilà, une ouverture d'esprit et être au courant de ce qui se passe en France, mais dans le monde aussi. Une partie culture G, donc là c'est culture générale, donc ça peut être de la peinture, de la musique, du sport, du cinéma, de l'histoire, des questions d'orthographe, en bref, tout ce qui nous passe par la tête avec l'équipe pédagogique. Et puis après, on a une partie de la question juridique, culture juridique. Donc bien sûr, c'est là-dessus hein, qu'on peut avoir voilà, des problèmes sur la culture G. Par contre, la culture juridique. Et là, on va taper un peu dans toutes les matières. Ça, je vous le dis. Là, il faut peut-être réviser un peu. Alors, ce n'est pas l'exception à l'exception de la règle. Hein. On est quand même sur voilà, des grandes notions de première année, de 2e année. Donc, ça peut être sur l'intro au droit, le droit des personnes, le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit pénal, qui sont les matières que vous avez suivies cette année. Donc, il n'y a pas non plus des tonnes de choses à réviser. Donc, vous passez le concours écrit. À l'issue du concours écrit, donc, on examine vos notes du concours et les documents que vous nous avez fournis. Donc, c'est vraiment une appréciation globale. On ne se fonde pas uniquement sur les notes du concours. C'est vraiment, je vous dis, voilà, on peut avoir un bon dossier, se planter au concours, c'est déjà arrivé et l'étudiant a été admis. Voilà, ça arrive de se tromper. Le droit à l'erreur, on connaît ce droit à l'erreur. Hein. On n'a pas de difficulté là-dessus. En revanche, si on se plante au concours et qu'on a un mauvais dossier, là, bon, là ça va être un peu compliqué. Et puis après, vous passez 2 oraux. Ben, les dates sont écrites. Un oral en anglais. Là, il n'y a rien à préparer, à réviser. C'est vraiment de la discussion avec un prof d'anglais à partir de votre CV. Donc, c'est vraiment un échange. Rien à préparer. En revanche, ce qu'il faut préparer, c'est l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, vous allez retrouver face à 3-4 personnes. Moi, je les fais tous. Monsieur Héneuse en fait certains. Voilà, des membres de l'équipe pédagogique. On a aussi notre collègue de l'EDEC qui est présent. Et puis, on a aussi des étudiants hein, de la filière BLM
qui viennent aussi avec nous dans le jury. L'entretien de motivation, c'est vraiment important. Voilà, voilà, les questions, c'est simple, hein, c'est présentez-vous, quel est votre parcours et quel est votre projet professionnel. 3 questions. Voilà, ça se prépare. Ça se prépare voilà, et ça se prépare voilà, correctement. Donc ça, c'est important de venir préparer. On a déjà vu un étudiant, hein, je me souviens, qui avait un très bon dossier, très bonne note, et qui n'avait pas du tout préparé son entretien. On ne l'a pas pris. La motivation, ça compte aussi beaucoup. Et comme le disait Gwendal, on cherche aussi des profils, des personnalités, pas forcément des notes. Hein, ça, c'est vraiment important. Voilà, donc vous avez mes coordonnées et les coordonnées de mon collègue de l'EDEC qui gère la filière côté EDEC. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui sont passées. Si on peut peut-être les reprendre. Alors, il y a bien un double diplôme, hein, voilà, vous avez votre réponse, monsieur B. Il y a bien un double diplôme, et maintenant, je vous ai dit hein, le diplôme grande école. Donc ça, c'est important. L'année de césure, j'y ai répondu, sauf s'il y a d'autres questions si je n'ai pas été claire. Alors, pour le métier d'avocat, cela ne concerne que le droit des affaires. Alors, quand on passe l'examen du barreau, on doit choisir une matière de spécialité. Alors, il y a les matières obligatoires, comme la note de synthèse et le droit, le fameux droit des obligations, hein, qui est le fondement du droit des affaires, et la procédure. Et après, vous devez choisir une spécialité parmi plusieurs spécialités. Donc, effectivement, en ayant fait le parcours BLM, vous allez choisir la spécialité droit des affaires. D'accord? Cette spécialité, elle comprend 4 matières. Les 4 matières sont enseignées dans le parcours BLM. D'accord? Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais le fait de choisir ces matières à l'entrée de l'examen n'implique pas que vous allez faire du droit des affaires après. Et j'ai des exemples d'étudiants qui sont après partis sur du droit pénal. J'ai un exemple bien en tête qui fait aujourd'hui que du droit pénal, même pas du droit pénal des affaires, du droit pénal. Donc, il ne faut pas vous dire que le fait de passer cette filière, ça va vous pousser que sur le droit des affaires. Après, ça va dépendre aussi de ce que vous allez faire pendant l'année de césure. Pendant l'année de césure, si vous avez envie de donner une telle consistance à votre stage ou connotation plus, voilà, plus pénale des affaires, pourquoi pas? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et puis, quand on rentre à l'école d'avocat, on a aussi plein de stages à faire. Et là aussi, on peut aller vers d'autres matières. Et je pense à Gwendal qui fait du droit social. Eh bien, j'ai des étudiants qui sont partis et qui sont aujourd'hui, enfin, qui ont fait BLM et qui sont aujourd'hui avocats en droit social. Parce qu'on avait la matière droit social dans la formation. Alors, pas aussi développée qu'un master en droit social. Mais après, l'étudiant avait choisi ses stages dans des cabinets d'avocats en droit social, pendant l'école d'avocat en droit social, et a été embauché comme collaborateur en droit social. Donc, vous voyez, c'est pas voilà, ça ne va pas vous donner que la connotation droit des affaires. En revanche, on est quand même dans une filière où on fait du droit des affaires, du droit commercial, du droit de la concurrence, voilà, du droit de la propriété intellectuelle, etc. Il y a une matière de droit pénal des affaires, mais uniquement une seule matière. Alors, le LLM, j'ai répondu. Alors, il y a une question pour toi, Alexandre. Si on veut faire du droit pénal, est-ce que l'AD1 est adapté? Oui, j'y ai répondu. Ah, tu as répondu, pardon. Oui. Oui, on fait du droit pénal en master par la suite parce qu'il y a du droit pénal en deuxième année de prépa D1. Donc, les places, je vous ai dit, entre 50 et 55 places. Alors, comment choisir laquelle des voies, laquelle des voies d'admission? J'allais dire, ça dépend ce que vous avez fait avant. Si vous avez fait une prépa ECE, c'est forcément l'EDEC, vous ne pouvez pas passer le concours de la fac. Si vous avez fait une licence de droit, c'est forcément le concours de la fac. Et si vous avez fait une prépa D1 chez nous, chez Marc Institution, vous pouvez faire les 2 voies d'accès. Si c'est une prépa D1 à l'extérieur, c'est seulement la ST1 de l'EDEC. Alors, c'est très sélectif car peu de places, je vais préciser. Alors, effectivement, on a 55 places. Moi, j'ai 20 places à la fac de droit. Pour être tout à fait transparente, j'ai 60 candidats. L'année dernière, j'ai eu 60 candidats, 20 places, donc un tiers. C'est moins sélectif que si vous passez par le concours grande école de l'EDEC. Donc, s'il y a des choix à faire stratégiques, voilà un élément qui est important. Alors, en prépa D1, ça s'était reparti chez toi? Tu as répondu? Oui, j'ai répondu par écrit à toutes les questions de prépa D1, donc je pense que D'accord. c'est que les BLM, Nathalie.
Alors, vous pouvez, je réponds là, vous pouvez, alors, c'est une question qui m'a été posée par tes étudiants que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Alexandre. Vous pouvez postuler par les deux voies et on ne va pas se dire, oh, il a postulé d'un côté, je ne le prends pas de l'autre côté, d'accord? Là, vous pouvez postuler par les deux voies, vous pourrez être pris des deux côtés, puis après, ça, c'est de la tambouille interne, je dirais, vous serez admis soit par l'EDEC, soit par la fac, ça ne change rien au final, puisque maintenant, on a la même diplomation. Un très bon niveau en maths, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le niveau ES, quoi. C'est pas, on vous demande pas d'être voilà, d'être des super mathématiciens. Puis il y a la remise à niveau. Et j'ai jamais eu de difficulté hein, en 12 ans, jamais eu de difficulté d'étudiants qui validaient pas le module de transition à cause des maths. Hein. Il n'y a pas de souci. Des cours de finance, oui, tout à fait. Il y a des cours de finance qui sont prévus en M1. En Master 1, vous avez des cours de finance pour justement les cabinets d'affaires. Alors, pour la classe préparatoire, quelles sont les voies d'admission? Je ne comprends pas bien la question. Classe préparatoire, c'est D1, c'est... Je pense que c'était pour moi et Ah, j'ai c'était pour toi, pardon. répondu. Là, il y a une Ah oui. question de Léonie sur le coût de la L3 en BLM, les années de master et les aides financières éventuelles. Alors, le coût. Eh bien, comme maintenant on est aligné avec l'EDEC, on est obligé de s'aligner sur les coûts de l'EDEC. Hein. C'est le coût d'une école de commerce. Hein. On n'a pas rajouté de, c'est déjà important, hein, on n'a pas rajouté autre chose. Après, c'est voilà, c'est une organisation entre nous. Donc, ça doit être à vérifier sur notre site, hein, mais de l'ordre de 18 000 euros l'année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a, vous avez la possibilité de faire des prêts bancaires à des taux très très bas. Hein. Les banques sont présentes à l'EDEC, hein, directement au début d'année, sont présentes là pour faciliter le financement de ces études qui coûtent très cher, hein, on est conscient. Après, c'est 18 000 euros sur 3 ans, à peu près, hein, je ne suis pas à quelques euros près. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'année de césure, vous êtes rémunéré en tant que stagiaire. Donc, vous allez décrocher des stages et vous êtes rémunéré. Et quand vous êtes dans un cabinet d'affaires parisien, moi, je signe les conventions de stage, c'est entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Hein. Donc, c'est déjà très, très important. Ça vous permet au moins de vivre pendant votre année de césure, voilà, de pouvoir financer cette année de césure. Des aides financières, là, faudrait voir sur les critères de boursier, mais on n'a pas de tarif en fonction des revenus des parents. Vous savez, à la fac, ici, on a des tarifs selon les revenus des parents. Dans BLM, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est voilà, le taux plein, et puis après, alors c'est 18 000 euros l'année, hein, à peu près. Il faut vérifier sur le site. Et voilà, il y a pas de, voilà, de baisse du montant de la scolarité en fonction des revenus des parents. Après, c'est les aides avec les bourses. Alors, si vous venez d'une autre prépa D1, oui, il faut passer le concours AST1 de l'EDEC. Donc, et je pense que c'est tout. Hein. Il n'y a plus de questions. Ah non, si. Sur les critères du Crous, il n'y a pas d'autre aide intermédiaire. Alors là, il faudrait contacter le service des inscriptions, Léonie, sur les aides, les autres aides intermédiaires, parce que là, je vous avoue, je n'ai pas les éléments. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, j'ai pas les éléments. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais c'est vrai que, sans vouloir répondre à ta place, Nathalie, mais c'est vrai que le prêt à taux zéro est quand même assez, enfin, un très bateau est quand même souvent utilisé par les étudiants Oui, et oui, oui, tout à fait. Hein, non plus au regard du coût de la formation quand même. Parce que, ouais, ouais, c'est très fréquent. Mhm. Alors, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va terminer ce petit webinaire, petit échange. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous avez nos coordonnées ou sinon vous les trouvez hein, sur le site de la FLD. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail si vous voulez d'autres renseignements.
n'hésitez pas à nous contacter. Alors, des immersions sont proposées parfois. Euh, on fait pas d'immersion en prépa D1, c'est un petit peu trop compliqué à organiser pour une formation aussi spécifique et on n'a pas beaucoup de temps pour les étudiants à ce niveau-là. Et en BLM, Nathalie, je pense qu'il y en a. Alors, il n'y a pas d'immersion donc telle. En revanche, l'année dernière, j'avais deux étudiantes qui étaient hyper motivées et qui m'ont dit, est-ce qu'on peut venir assister à un cours? Donc, j'ai contacté l'enseignante et une de mes enseignantes, elle m'a dit oui. Et donc, elles sont allées assister à un cours, elles étaient enchantées. Donc, voilà. Et alors, des facilités. Alors, est-ce qu'il y a des portes ouvertes de prévues? Alors, les portes ouvertes ont déjà eu lieu. Il reste, Léa, je te laisse répondre sur les portes Oui, ouvertes, il y a une la prochaine prochaine porte date. ouverte le 16 mars. Ce Voilà, sera la dernière de l'année. ouais. Euh, accéder à cette formation en ayant une L2 de la FLD. Alors, je vais aussi être transparente avec vous, hein. Sur les 60 candidats, la majorité viennent de la fac de droit, hein, de notre fac de droit, même si c'est ouvert à tous les étudiants qui sont titulaires d'une licence de droit en France. C'est essentiellement au sein de la fac de droit que nous recrutons, hein. Donc, avoir fait sa L2 chez nous, ben, ouais, effectivement, on sait ce que vaut l'étudiant, puisqu'on connaît nos exigences sur les relevés de notes, par exemple. Il y a un petit chat qui passe derrière toi, Léa. Oui. Y a-t-il encore des questions? Non. Eh bien, on va Bah, terminer. dans ce cas-là, c'est tout bon. Bah, merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et merci à tous les deux également, Nathalie et Alexandre, pour tout ça. Merci à tous. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.